Bayrou, Premier ministre, la désindustrialisation de la France et les pays de l'Est de l'Europe qui se ruent sur l'or. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Ça y est, la France s'est sauvée. Elle a enfin un Premier ministre. Et quel Premier ministre? Un vieux sage, rompu à la politique, expérimenté, et capable de créer un gouvernement d'ouverture, de fédérer autour de lui. C'est Michel Barnier qui a été choisi par le président. Non, c'est François Bayrou, qui a été nommé vendredi dernier comme chef du gouvernement. Barnier et Bayrou, finalement, quelle différence? On en viendrait presque à être d'accord avec Sandrine Rousseau qui a tweeté « Bayrou, c'est un mélange de Barnier et de Macron ». À 73 ans, le président du MoDem accède donc non pas à la consécration suprême, dont il a toujours rêvé, l'Élysée, mais à l'étage juste en dessous, au poste de Premier ministre. S'il arrive à rester plus de 3 mois à Matignon, François Bayrou va devoir rapidement doter la France d'un budget pour 2025 et tenter d'enrayer la dérive des finances publiques, nous dit Les Échos. Depuis un quart de siècle, Bayrou ne cesse d'ailleurs d'alerter sur les problèmes croissants de la dette. Il voit dans la dette un problème financier et moral. On ne se débarrasse pas de ses charges sur ses enfants, disait-il. Le nouveau locataire de Matignon le sait, il lui faut donc doter au plus vite la France d'un budget après que la censure a enterré les textes préparés par Michel Barnier et qu'Emmanuel Macron ait annoncé ensuite un projet de loi spéciale sur le budget le 11 décembre dernier. Cette loi temporaire qui doit permettre d'assurer la continuité des services publics et de la vie du pays, avait alors expliqué le chef de l'État, et notamment de lever l'impôt à partir du 1er janvier 2025. À peine nommé, François Bayrou est donc déjà rattrapé par les urgences, nous dit Les Échos, d'autant que, comme l'explique Le Monde, l'agence de notation Moody's a profité de sa nomination pour, le jour même, dégrader la note souveraine de la France d'un cran à AA3. L'agence Moody's s'est justifiée en disant « Il est désormais très peu probable que le prochain gouvernement réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine. » Et double pas de chance pour le Béarnais, puisque hier soir, la Banque de France a révisé à la baisse ses prévisions, qui n'étaient déjà pas très ambitieuses, pour 2025 en ce qui concerne l'emploi et la croissance. Comme nous le montre le Figaro, la croissance du PIB français est désormais attendue à 0,9% en 2025. En septembre dernier, avant la présentation du budget et le chaos parlementaire qui a suivi, l'institution Banque de France dirigée par François Villeroy de Galhau anticipait encore une progression de l'activité de 1,2%. La courbe de l'emploi ne s'annonce pas sous un jour meilleur. Entré dans une phase transitoire de ralentissement, le taux de chômage devrait atteindre le pic de 7,8% en 2025-2026, alors qu'il était envisagé à 7,6% en septembre dernier. Le nouveau Premier ministre va aussi devoir gérer, entre autres, la question de la crise immobilière, élargissement du dispositif de prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété des ménages modestes, défiscalisation des donations des parents ou grands-parents à leurs enfants ou petits-enfants afin de les aider à acquérir un logement neuf, coup de pouce aux bailleurs sociaux, la filière de l'immobilier neuf est en crise, elle avait obtenu plusieurs mesures dans le budget 2025 retoqué qu'elle voudrait bien voir soutenues par le nouveau Premier ministre. Les acteurs de l'immobilier ancien, quant à eux, espèrent que sera oubliée l'idée promue par Michel Barnier d'augmenter les droits de mutation à titre onéreux, ou qu'on appelle aussi frais de notaire, payés lors de l'achat d'un appartement ou d'une maison. Pour le reste, ils attendent des éclaircissements rapides concernant l'interdiction à l'avenir, dès le 1er janvier 2025, de louer une partie des passoires thermiques. Et le contexte n'est pas plus joyeux du côté de l'industrie française, comme nous le rappelle Le Figaro dans l'un de ses articles, car pour la première fois depuis 2015, l'année 2024 devrait compter plus de fermetures d'usines que d'ouvertures. L'article précisant que depuis 6 mois, les annonces de fermeture de sites, de réduction d'effectifs ou de redressement judiciaire se sont multipliées en France. Mais ce n'est pas une fatalité pour l'économiste Anaïs Voïgilis, chercheuse spécialisée sur les questions liées à l'industrialisation et qui appelle dans une tribune pour le journal Les Échos le pays à préserver ses savoir-faire. Par exemple, écrit-elle, des initiatives récentes démontrent qu'un sursaut collectif peut avoir un impact fort sur l'avenir d'une entreprise. L'exemple de Duralex en est la preuve. Face à la crise, l'emblématique Verrier a mobilisé le soutien populaire et institutionnel à travers des partenariats comme celui entre la région Centre-Val de Loire et la Poste. Ces efforts, soutenus par les achats des Français, ont redonné vie à une entreprise qui était au bord du précipice, tout en préservant ses savoir-faire. Dans une autre tribune, pour Les Échos, 4 dirigeants d'entreprises français appellent le nouveau Premier ministre
a créé un ministère de la souveraineté industrielle et numérique, expliquant qu'à l'heure où tous les maillons industriels reposent sur des solutions digitalisées, la souveraineté numérique s'impose également. Jeudi dernier, la Banque centrale européenne a, comme attendu, abaissé son taux directeur de référence de 0,25 points, le portant à 3%, en réponse à une inflation proche de son objectif et à une prévision de croissance revue à la baisse. Une annonce qui n'a pas enflammé le cours de l'or, elle a même fait corriger un peu, alors que ce genre d'annonce a en général tendance à le faire mécaniquement remonter. Une baisse des taux qui avait donc certainement été anticipée par les investisseurs. Le cours de l'or qui affichait hier lundi une once au prix de 2524 €, et dans la monnaie américaine, l'once s'affichait hier lundi à 2658 $. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a déclaré que les taux d'intérêt pourraient continuer de baisser en 2025 face à une désinflation avancée et au risque accru pour la croissance, et ce dans un contexte où la France et l'Allemagne, entre autres, vivent une crise politique et économique importante. On l'a vu entre autres la semaine dernière et encore en début de cet hebdo. Une baisse des taux qu'avait précédemment annoncé et abondé dans une interview pour BFM Business le directeur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Si la dernière baisse des taux n'a pas semblé avoir d'impact sur le cours de l'or, certains pays de l'Est ont, eux, un impact sur le marché mondial du métal doré. Le média Business AM nous explique dans un papier que plusieurs banques centrales de cette région, notamment celles de Pologne, de Hongrie et de Serbie, augmentent activement leurs réserves d'or afin de renforcer leur indépendance économique et d'atténuer les risques géopolitiques. La République tchèque, par exemple, entend doubler ses réserves d'or au cours des 3 prochaines années, considérant l'or comme un actif susceptible de réduire la volatilité et d'offrir une diversification par rapport aux investissements traditionnels. La Pologne prévoit également de porter ses réserves d'or à 20% de ses avoirs totaux, tandis que la Hongrie cherche à devenir l'une des premières nations d'Europe centrale et orientale pour ce qui est de la possession d'or par habitant. Et si vous voulez avoir le classement des réserves d'or par pays, actualisé là à la fin de l'année 2024, je vous invite à aller consulter l'article de référence sur le sujet, un article de l'Académie Au Coffre qui nous montre entre autres qu'au-delà des pays de l'Est, cette année, l'Inde a elle aussi augmenté son stock d'or et qu'elle est passée devant le Japon dans le top 10 des pays qui possèdent le plus d'or. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de cette vidéo. La semaine prochaine, c'est Noël, donc pas d'hebdo d'or, mais je vous souhaite de très belles fêtes de Noël à vous tous et à vos proches. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse.